Mobile, Côte d'Ivoire, le poids des ambitions personnelles entre naturalisation massive et fraude. La Côte d'Ivoire traverse une situation délicate où la présence massive d'étrangers, principalement burkinabés, chers amis, au cœur donc de nombreuses interrogations. Derrière ce phénomène, il y a une série d'intrigues politiques, de fraudes à tous les niveaux et des ambitions personnelles qui ont conduit à la vente symbolique du pays. Le cas de M. Laurent Gbagbo, quand il était donc dans l'opposition, est emblématique de cette triste réalité. À cet effet, écoutons donc le témoignage de Bernard Doza, ancien journaliste à Tropique FM, proche de M. Laurent Gbagbo, et se disant aussi en ce temps conseiller du président Blaise Compaoré. Écoutons-le. Bernard Doza, vous avez aussi prêté vos services à certains chefs d'État africains? Oui, j'ai été conseiller de Blaise Compaoré en 1988. Pourquoi? Au lendemain de l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987, j'ai fait une émission à Paris sur Tropique FM consacrée au Burkina Faso. C'est à l'issue de cette émission que Guy Laberty, l'ami de Gbagbo, a pris la cassette pour aller voir Blaise Compaoré au Burkina Faso. Blaise Compaoré, ayant écouté la cassette, a demandé à Guy Laberty de me faire partir au Burkina Faso. Voilà comment je suis parti au Burkina Faso et je suis devenu conseiller de Blaise Compaoré. Mais pourquoi faire? Au moment où Laurent Gbagbo était en exil ici, nous avions un seul problème, le financement. On n'avait personne pour nous financer contre le grand Houphouët-Boigny. Guy Laberty a donc convaincu Compaoré de financer le FPI. C'est donc Guy Laberty qui donnait 20 millions de francs. C'est donc Blaise Compaoré qui donnait 20 millions de francs CFA, parce que j'étais conseiller là-bas. Il donnait 20 millions de francs CFA à partir du mois de janvier 1989 au FPI de Laurent Gbagbo. C'était là les débats que nous avons eus, les concertations que nous avons eues. Donc Blaise Compaoré a financé le FPI de 1989 jusqu'à l'an 2000. Quelle était la contrepartie? La contrepartie que Gbagbo a acceptée était que quand il prend le pouvoir, il fallait qu'on permette à Blaise Compaoré d'avoir accès au port d'Abidjan par le biais du port de San Pedro. Qu'on naturalise des 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Parce que Blaise Compaoré en avait peur. Ce sont des gens qui, tôt ou tard, allaient organiser un coup d'État pour le renverser. Puisque la Côte d'Ivoire était la base arrière de toute l'opposition burkinabé pro-Sankara. On a accepté cela. Quand Gbagbo a pris le pouvoir l'an 2000, Blaise Compaoré a envoyé quelqu'un à Abidjan. Gbagbo a dit oui, je reconnais que Blaise Compaoré m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour que je bande la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Blaise Compaoré a financé la rébellion, a laissé les rebelles ivoiriens partir au Burkina s'entraîner pour venir renverser Laurent Gbagbo. Je pense que les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui juste d'un certain nombre d'informations pour comprendre, au lieu de condamner les gens en étant assis dans le salon, pour voir qui fait quoi. Ce n'est pas une histoire secrète. Puisqu'il y a un journaliste du Monde qui est parti voir Compaoré. Compaoré lui a dit, j'entraîne et j'ai laissé les rebelles ivoiriens s'entraîner chez moi parce que Gbagbo et moi on avait un contrat. Et il ne l'a pas respecté. Le journaliste est parti voir Gbagbo à Abidjan. Gbagbo lui a dit, oui, je reconnais que Blaise Compaoré m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour que je bande la Côte d'Ivoire. Le journaliste est venu ici, il a écrit dans le Monde. J'ai encore le journal chez moi. Donc c'est parce que j'ai été conseiller de Blaise Compaoré que Blaise Compaoré a accepté de donner 20 millions de francs CFA à Gbagbo chaque mois, de 1989 à l'an 2000. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat que Blaise s'est mis du côté de Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Donc quand on ne connaît pas, comme dit Blé Goudé, on demande. Quand on ne connaît pas, à demander. Voilà. Comme le diraient les Américains, chilling. Donc pendant des années, Laurent Gbagbo aurait donc reçu
des financements donc, de Blaise du Burkinabé, Blaise Compaoré, hein, alors président du Burkina Faso, pour soutenir son parti politique et ses ambitions. En échange de ce soutien, M. Laurent Gbagbo aurait donc promis, hein, une fois au pouvoir, de naturaliser environ 3 millions de Burkinabés vivant, selon les révélations de Bernard Doza, ancien conseiller de président Blaise Compaoré. Et ces financements ont duré pendant pratiquement près de 12 ans, à hauteur, selon Bernard Doza, de près donc de 20 millions par mois. Mais lorsque M. Laurent Gbagbo a accédé donc au pouvoir, à la présidence, son patriotisme semble avoir pris le dessus et il refusa donc d'honorer cet engagement. Cette volte-face aurait déclenché des tensions majeures. Blaise Compaoré, mécontent, aurait donc encouragé donc une tentative de coup d'État pour renverser Laurent Gbagbo. L'échec de ce coup d'État en 2002 se transforma rapidement en une rébellion armée qui divisa la Côte d'Ivoire en deux. Les conséquences de cette rébellion sont tragiques. Des centaines, disons des dizaines, voire des centaines de milliers de morts, de façon directe ou indirecte, hein, des millions de victimes, aussi directes et indirectes, et une nation fracturée. Dans cette toile intrigue, Sorobo Guillaume, très proche de M. Blaise Compaoré, émerge comme une figure clé. M. Ouattara, alors relativement proche de Soro et de Blaise Compaoré, hein, mais partageant certainement les objectifs, fit également de cette dynamique pour s'imposer. Cela nous amène donc à une question centrale et cruciale que beaucoup d'Ivoiriens doivent se poser en ce moment. Combien, en effet, de ces 3 millions de Burkinabés, voire plus selon certaines des statistiques, ont été naturalisés depuis l'arrivée de M. Ouattara et de Soro au pouvoir? La réponse, cher ami, à cette question pourra éclairer donc les raisons profondes derrière la volonté d'un troisième, d'un quatrième, pourquoi pas, d'un président à vie de M. Ouattara. Ces manœuvres politiques, souvent perçues comme donc des tentatives de conservation donc de pouvoir à tout prix, trouvent peut-être leurs racines dans ces accords, ou pour ne pas dire cet accord tacite de naturalisation massive initié à l'époque de M. Laurent Gbagbo. Pour comprendre donc cette phase cruciale de notre histoire, de l'histoire ivoirienne, seule l'ouverture donc d'un procès ou bien de plusieurs procès sur la rébellion permettront de lever le voile sur donc les multiples implications et intérêts en jeu. Les Ivoiriens méritent donc de connaître la vérité sur cette période sombre de leur histoire, où les ambitions personnelles ont pris le pas sur les intérêts de la nation. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Je précise que ce billet n'a pas l'intention forcément d'accuser Pierre ou Paul. Mais je me pose la question, cher ami, en tant qu'Ivoirien, combien de non-Ivoiriens ou bien de Burkinabés ont été naturalisés depuis l'avènement de M. Soro et de M. Ouattara au pouvoir? Gros point d'interrogation, cher ami. Et combien de ces Ivoiriens sont sur la liste, notre liste électorale? Merci beaucoup et surtout, portez-vous bien. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Parce que si vous décidez de creuser un trou, puis vous tombez dedans, et puis vous voulez qu'on vous félicite parce que vous êtes en train de faire des progrès pour ressortir du trou. Je dis, vous creusez un trou, vous-même vous tombez dans le trou. Après, vous êtes en train de faire des progrès pour sortir du trou. Et vous voulez qu'on vous félicite.
Il vaut mieux ne pas creuser de trous. C'est simple. Il vaut mieux ne pas creuser de trous. La paix, c'est ça. La guerre, c'est le trou. C'est pas compliqué. Celui qui ne creuse pas de trou ne tombe pas dedans. C'est ce que j'ai dit le 7 août de façon un peu plus compliquée, mais c'est le même message.